Ah, là, il fonctionne. Voilà, il fallait que je dise. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette salle. J'espère que vous allez bien. Je m'entends avec un écho. Est-ce que vous m'entendez avec l'écho aussi? Ouais. Est-ce que c'est mieux? Hein? Allô? C'est bon comme ça? Bon, on va y aller comme ça. J'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, le micro? Ouais, il marche bien en ligne, mais pas dans la salle. Ben, OK, je vais essayer de continuer comme ça va. OK? J'espère que vous allez bien. Je reprends mon texte là où j'étais rendu. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans la Maison du développement durable, la MDD, comme on l'appelle entre nous. C'est un allié précieux de SUCO, la MDD. Donc, on la remercie chaleureusement, car c'est dans ces lieux que nous avons organisé de nombreux événements qui contribuent à renforcer les liens de la solidarité internationale. Donc, merci à la MDD et merci à vous d'être ici ce soir. Avant de commencer cette rencontre, voilà, attendez, il faut que je me familiarise avec ça ici aussi. Avant de commencer cette rencontre, j'aimerais souligner que nous sommes réunis ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil du temps, était habité par plusieurs nations autochtones. Ces peuples ont été et sont encore les gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Montréal est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, encore, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres communautés y vivent et y tissent des liens. C'est dans un esprit de respect envers le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues qu'entretiennent les peuples autochtones avec ce territoire et leur contribution essentielle à la communauté montréalaise. C'est justement... suivant. On peut revenir à ça ici. Voilà. C'est justement dans cette perspective d'échange et de dialogue et de tissage de liens que nous sommes réunis ce soir dans le cadre du panel Action climatique féministe, récits engagés d'Afrique de l'Ouest. Notre objectif ce soir, vous inviter à mieux comprendre les défis auxquels font face les populations vivant dans les zones côtières et insulaires d'Afrique de l'Ouest en lien avec les changements climatiques. Quelques questions que nous avons en tête quand nous avons préparé ce panel. Quelles sont les réalités concrètes sur le terrain? Quelles solutions sont mises en œuvre pour s'adapter? Mais surtout, comment favoriser une participation active des femmes et des jeunes dans les solutions mises de l'avant par les communautés pour faire face au changement climatique? En préparant cette rencontre, je me suis demandé comment l'ouvrir. Bon. J'ai d'abord pensé commencer avec des chiffres catastrophiques sur l'impact des changements climatiques. Là, ça serait vraiment facile. Là. Je pourrais vous parler des feux qui sont en train de brûler au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique. Ça aurait été très simple. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas faire ça. Parce que ce soir, vous aurez tout le loisir de discuter par la suite avec une pléthore. J'avais un défi de mettre ce mot dans mon texte ce soir. Je l'ai mis. D'experts et d'expertes. Vous pourrez par la suite, on va avoir des moments d'échange, on pourra échanger sur les chiffres catastrophiques des changements climatiques, avec plaisir. Mais pour l'instant, puis pour ce soir, on avait plutôt envie de faire place à l'espoir, aux solutions, puis de mettre en lumière extraordinaire le travail qui a été mené par ces femmes, par leurs partenaires, par leurs alliés, mais aussi par les hommes ici présents dans la salle. Donc, place plutôt à l'espoir, aux solutions, puis aux engagements réels, puis aux impacts réels que les gens font et mettent en œuvre pour changer le cours de l'histoire. Vous aurez la chance, à la fin, de poser les questions. On va avoir une période d'échange. Pour nous, c'est vraiment important. Les gens en ligne, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure, écrivez-les dans le chat. Puis, à la fin, on aura quelqu'un pour les lire puis les partager avec tout le monde. Donc, mais avant d'aller plus loin, une petite présentation. Là, on va faire voilà. Qui suis-je? Bon, je suis votre animatrice. Pour les gens qui connaissent bien la culture québécoise, c'est une blague avec un groupe humoriste qui s'appelle Rock et Belles Oreilles. Je vous invite à aller le chercher. Mais plus sérieusement, je m'appelle Geneviève Talbot. Je travaille dans le milieu de la coopération internationale depuis plusieurs années déjà, mais avec SUCO depuis décembre 2019.
SUCO, c'est une organisation de solidarité internationale basée à Montréal depuis 1961. Nous rassemblons des gens, des savoirs, des ressources pour renforcer l'autonomie des personnes, des organisations et des communautés. À travers nos actions, nous soutenons des collectivités dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales, notamment en bâtissant avec elles des systèmes alimentaires durables et une plus grande résilience face au changement climatique. Dans toutes ces initiatives, SUCO veille à ce que les réalités et les besoins des femmes soient pleinement pris en compte et qu'elles soient actrices des décisions. Sur notre panel ce soir, vous aurez l'occasion de voir ces femmes-là à l'œuvre, mais je vais vous les présenter maintenant pour quelques mots. Je vous présente Khadija Badji de JVE Sénégal. Là, on va se passer le micro. Bonsoir, Khadija. Est-ce que tu peux te présenter brièvement puis présenter JVE, s'il te plaît? Merci Geneviève. Bonsoir à tout le monde. Je suis Khadija Badji. Je suis chef de projet à JVE Sénégal pour le compte de ACFAO. JVE Sénégal, c'est Jeunes volontaires pour l'environnement au Sénégal, une association de jeunes engagés pour la préservation, la promotion et le développement durable. JVE est une organisation qui est basée au Sénégal. On intervient dans 9 régions sur les 4 du Sénégal. Et nos actions sont basées autour de 3 volets. Un axe sur tout ce qui est bonne gouvernance, un autre axe sur tout ce qui est agroécologie avec des initiatives d'accompagnement des femmes et des jeunes, mais également avec tout ce qu'on appelle accompagnement citoyen, engagement citoyen des jeunes, pour faire comprendre aux jeunes qu'ils ont leur place dans la société, mais également l'avenir leur appartient et qu'il faut qu'ils s'engagent pour un environnement sain, durable pour le Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadija. On a aussi avec nous Selbé Faye de Enda Pronat, qui vient aussi du Sénégal. Selbé, en quelques mots, toi et Enda. Merci beaucoup, Geneviève, et merci à tous d'être ici. Je suis très déjà contente de partager avec vous ce panel, parce que je sens qu'il y a des personnes engagées, sensibles aux questions de l'environnement, et je suis toute heureuse aussi de mener un métier que j'aime. Donc, je suis ingénieure agroécologiste et j'ai la chance aussi de travailler pour une organisation militante depuis plus de 40 ans. Donc, Enda Pronat est une organisation paysanne qui est née depuis 1982 suite à des constats des résultats des dégâts des pesticides sur la santé humaine environnementale. Et donc, elle a engagé de la recherche-action avec les communautés pour voir quels sont les modèles de gestion de pratiques durables qui respectent mieux l'environnement, l'agroécologie comme solution pertinente face au changement climatique, mais aussi face déjà à tout ce qui est souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, et donc se base sur des axes stratégiques de bonne gouvernance de ces ressources-là, à déjà mettre au cœur des actions les communautés qui sont souvent oubliées, mais plus les jeunes et les femmes. Merci beaucoup. Merci, Selbé. Maintenant, du Sénégal, on va aller en Côte d'Ivoire. On présente Olivia. Bon, je m'excuse, Olivia, je vais encore te demander de dire ton nom de famille toi-même. Pour INADES Formation, Secrétariat international. Merci, Geneviève. Bonsoir à tous. Je suis Olivia Bodo, donc coordinatrice du projet Action climatique et féministe en Afrique de l'Ouest, pour le compte de INADES Formation Secrétariat Général. Donc, INADES Formation Secrétariat Général, c'est un réseau qui est présent dans 10 pays africains et on existe depuis une 60aine d'années. On travaille essentiellement en fait sur les thématiques des systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale, la gouvernance inclusive, la microfinance communautaire et aussi sur la résilience au changement climatique. Merci. Merci, Olivia. Maintenant, on va aller vers le Togo, mais on demeure dans la grande famille de INADES. Selomé, à toi la parole. Merci Geneviève. Je crois que Olivia a présenté déjà un peu INADES Formation. Merci d'être là dans cette salle en ligne pour l'intérêt par rapport à la thématique sur laquelle nous allons échanger. Moi, c'est Selom Witonyo Adouci. Je suis directrice d'INADES Formation Togo
Et au Togo, ça fait plus de 50 ans que INADES Formation, une structure d'accompagnement du développement, intervient. Et comme l'a dit Olivia tout à l'heure, nous travaillons sur les systèmes alimentaires territorialisés. Et au Togo particulièrement, nous travaillons pour la promotion des vues de souveraineté. Et par rapport à la question de la promotion des alternatives face au changement climatique, nous travaillons également dans le cadre du projet ACFAO. Et par rapport à la gouvernance inclusive, nous mettons un accent particulier sur l'inclusion du handicap en dehors du travail que nous faisons pour la participation des femmes et des jeunes. Merci. Merci, Célum. Comme vous voyez, on a un panel assez extraordinaire, mais en plus, le projet, ces personnes et les organisations qu'elles représentent se sont rassemblées plus particulièrement dans le cadre du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Puis c'est un projet qui est mis en œuvre par la collaboration de SUCO, bien sûr, mais aussi d'Interpares. Je tiens à souligner leur présence ici parmi nous ce soir, on va pouvoir le dire. Mais il y a aussi les gens qui ne sont pas sur le panel, mais des organisations qui sont très impliquées dans le projet aussi. Sontag, qui sont avec nous aujourd'hui. Peut-être vous pouvez vous lever. Merci. Il y a aussi Apicen avec Étienne Manga qui est avec nous ce soir. Merci. Il y a aussi le CNCR, le Conseil national de coopération et de... Vas-y, avec Michael Dediou. Merci, Michael. Bonjour. Ça, c'est toutes les organisations qui sont avec nous, puis ils vont être invités par la suite à venir se joindre à nous pour la période de questions. Parce que pour nous, c'est important qu'on prenne le temps de répondre aux questions. Mais maintenant, moi, j'arrête la parole. Je vais demander à mon collègue Hugues Alla, mon collègue d'Interpares, parce que c'est de venir me joindre en avant, parce que c'est à lui que revient le plaisir, mais surtout le défi, de vous présenter le projet ACFAO, puis l'organisation dans son ensemble, et brièvement. Merci. À toi la parole. Merci Geneviève. Bonsoir tout le monde. On va faire aussi l'effort avec le micro, penser à ceux qui sont aussi en ligne. Et très brièvement, je suis Hugues Alla, gestionnaire de programme à Interpares. Interpares est une organisation canadienne de justice sociale et aussi féministe, basée à Ottawa. Nous fêtons 50 ans cette année et nous travaillons également sur les enjeux qui touchent aussi bien les pays du Sud global que du Nord, dont les enjeux liés au changement climatique. Alors, je m'en vais vous parler rapidement du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest pour donner quelques chiffres clés, que c'est un projet de 16 millions de dollars comme portefeuille, financé par Affaires mondiales Canada, donc le gouvernement du Canada, et qui s'étend sur 3 années et demie, mis en œuvre depuis avril 2023 et qui prendra fin en décembre 2026. Il tend à toucher 48 000 personnes et plus comme bénéficiaires directs, dont 81% de femmes, puisque c'est un projet qui va s'intéresser essentiellement à comment est-ce que les enjeux du changement climatique touchent les femmes. Donc comprenez qu'il y a plus de proportion de femmes dans les bénéficiaires. Et nous visons également des bénéficiaires indirects du public au Canada pour justement attirer l'attention sur ces enjeux du Sud global qui concernent également nos pays du Nord. Il est mis en œuvre par le consortium Interpares SUCO et avec 8 organisations dans les 4 pays d'intervention que sont le Sénégal, le Togo, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Et si on regarde bien les 2 petites cartes qui sont dans le coin, nous sommes en Afrique de l'Ouest, mais nous nous intéressons essentiellement à ces 4 pays. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont sur le littoral et qui sont comme des pays insulaires, qui sont plus confrontés aux enjeux qui touchent les femmes, comme la dégradation des côtes, l'avancement de la contamination d'eau, la salisation des eaux, on dirait, et également la perte de biodiversité dans ces pays-là. Et ces enjeux que nous voulons toucher viennent aussi de pratiques agraires non durables, comme l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse, qui, avec tous les corollaires qu'il y a sur les enjeux du changement climatique, comme Célébé le soulignait au début, qui a initié la naissance de Indapronat. Et le projet ACFAO veut aussi s'attaquer au fait que les femmes et les jeunes sont peu représentés dans les espaces de gouvernance locale qui touchent à la gestion des aires marines protégées et des espaces de mangrove, qui est vraiment le lieu, on dirait, d'intervention même du projet ACFAO. Il y a aussi les enjeux liés à la justice climatique. On dit toujours que les pays du Sud ont
moins contribuent à la dégradation de la planète, mais on paye le prix plus fort. Mais nous mettons la perspective féministe en arrière. Pourquoi? Parce que dans les pays du Sud, les femmes payent plus le poids de l'investissement en termes d'énergie et de temps de les activités ordinaires. Donc, Santandera dit que le changement climatique va les impacter plus, mais nos panélistes pourront en dire plus tantôt là sur ce sujet. Alors, si on veut regarder notre objectif pour le projet ACFAO, nous visons à renforcer la capacité d'adaptation au changement climatique des femmes et des jeunes dans les régions côtières et insulaires, comme je disais tout au long, en Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire et Sénégal. Les 3 axes que nous priorisons, ce serait en premier de pouvoir renforcer l'influence des femmes dans la gouvernance climatique et de renforcer l'adoption de solutions qui sont basées sur la nature. Donc, on parlera d'agroécologie et aussi de réhabilitation des écosystèmes dans lesquels interviennent les femmes et qui sont plus touchés par le changement climatique. Et le 3e axe, c'est le renforcement de la résilience économique et énergétique à travers des solutions plus vertes pour renforcer l'activité économique des femmes. Nous le faisons dans le projet ACFAO à travers 3 approches. La première qui est féministe, qui met au cœur les femmes dans une question d'analyse et de perspective de ces enjeux vis-à-vis des femmes, et aussi de justice climatique, également de valorisation des savoirs locaux, parce qu'il faut prendre en compte leurs connaissances endogènes sur les questions climatiques et aussi sur les questions sociales qui touchent au changement climatique, mais également dans un esprit de solidarité entre le Nord et le Sud, donc interpares, SUCO, avec les pays basés dans les pays d'intervention, et également des synergies, puisque nous intervenons dans 4 pays, donc il y a un partage de connaissances dans ces pays-là autour du projet. Voilà, je m'arrête là, et je repasse la parole à Geneviève, et bonne soirée. Ouais, une bonne main d'applaudissements pour tout. Merci, Hugues. Et bravo. Défi réalisé, non? Ouais. Parce que une image vaut 1000 mots, dans le cadre du projet ACFAO, on a produit 3 capsules vidéo. Puis ce soir, on fait le lancement de ces capsules-là. Fait que la façon dont on va se dérouler, c'est qu'on va présenter une capsule, puis par la suite, on va avoir une discussion avec les panélistes. On va avoir une autre capsule, une autre discussion, mais à la fin, on se garde un bon 30 minutes ensemble pour toutes vos questions. Donc, est-ce qu'on peut lancer, Vincent? Pèse sur le piton. La première capsule, s'il vous plaît. Je ne sais pas si les panélistes, oui, vous pouvez aller vous asseoir parce que je ne suis pas certaine qu'on va voir les sous-titres. Avec l'équipe du projet ACFAO, nous avons pu intégrer notre calendrier vaudou dans la planification des activités. Les jours où les femmes ne peuvent toucher l'eau, nous menons les activités de sensibilisation dans les quartiers et dans le sanctuaire. Les jours permis, nous participons activement au reboisement. Le projet a respecté notre rythme et notre spiritualité. Depuis qu'on a eu le financement de l'AMC dans le cadre du projet ACFAO, on a ciblé des zones vraiment qui sont très menacées par les changements climatiques. Donc notamment ce village de Loubalir, qui est un village très menacé. Les ressources naturelles ici, le plus souvent, c'est les mangroves. Et ces mangroves-là apportent beaucoup plus d'autres produits parce que ce sont des zones de nurserie, des crevettes, des poissons qui sont des ressources où les populations utilisent le plus souvent. S'il n'y a pas de mangrove, il n'y a pas de poisson. Alors nous savons qu'avec la mangrove, il y a une production de poissons plus élevée parce que les poissons en ont besoin. C'est dans la mangrove que le poisson fait tout. Nous organisons que Fokabanga Moul Bomizembi, Kafoy Konganinke, Molke Danku, Asemi Mokila, Danku, Omu Quantanoji, Kamfanyo Kolkona, Quantana Kola, Mintada Nimaita, Nimaina, Nakayo Sotoyetom, Denga Quanta. Souvent, il n'y a que les femmes dans ces villages-là. Donc, si on veut réussir des projets, c'est impératif, c'est primordial de travailler avec les femmes. Elles sont incontournables dans ces zones-là pour la réussite de nos projets. Manko de Tonya Cabre ni pour Sénate, Ngado Kula for Sandina, Mbakamba, Barre. Masala dia tabakel parce que wolun kabrin nata si tabakel be della do rombe do kokela parce que magen e jo iruru ribe to alo me pano kore ma fo hongale te nyene bare susumni woli mata may de green entraînement
nous menons des activités de sensibilisation et de communication à travers des enquêtes socio-économiques pour comprendre au moins ce que les populations comprennent sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que oli ube jaw do juronga do jisile o hayme o yaja wo jingare men jisil do jingare wo encore guru sugago ube jaw u togoli jo guru sugago e rusete go me mate ba sembe mata ube jaw gololi goto haro no jo hetta me yo loli fo ni wal telesai ni waro kumase sipal kumburungol dese maluno e manko sulo akako baile aferen talmilga do ko la faroko no nga wo gise ni masoto sa yibe to fela kana wo mansia wo fana mun bulu ala tentu balto to mun na fa balto man ko la carola. Quand la nature est respectée avec ses lois visibles et invisibles, tout le monde y gagne. Je me sens donc fière, écoutée et honorée. Je sais que mon engagement est utile pour tous les vivants et pour nos ancêtres. Vous pouvez revenir, mesdames. Merci, merci pour la vidéo. Puis par la suite, cette vidéo-là nous donne une bonne idée sur la situation générale et l'importance des mangroves et du reboisement. Mais moi, je vais maintenant donner la parole à Selbé. Selbé qui va nous parler de la situation des mangroves en général. À toi, au Sénégal. Merci. Peut-être j'aimerais bien vous poser une question, c'est-à-dire qui d'entre vous ne profite pas d'une façon ou d'une autre des bénéfices ou bien des services? Ça vient pas. Ça vient pas, hein? Il y a un problème avec le micro. C'est bon? Oui. Ok. Donc je repose ma question. Qui d'entre vous ne bénéficie pas d'une façon ou d'une autre des services de la nature? Il n'y a personne. Donc que ça soit dans l'alimentation, l'air que nous respirons, donc ces écosystèmes nous rendent service et sont fortement convoités. Donc je vais vous parler un peu des effets néfastes que Geneviève n'a pas voulu parler, de ces chiffres de dégradation de ces écosystèmes mangroves-là. Donc les mangroves au Sénégal se situent un peu le long de la côte atlantique et entre le delta du Saloum, qui est à 150 km du sud, du capital de Dakar, du sud, et un peu vers la Casamance, c'est le sud du Sénégal. Et donc, le projet AFAO aussi intervient dans ces deux zones-là, et l'ensemble de ces homologues qui sont là, que ce soit CNCR, JVE, Endapronat, interviennent carrément dans ces deux zones. Au niveau d'Endapronat, dans le delta du Saloum, on agit carrément dans l'aire marine, dans la réserve naturelle communautaire de Palmarin, qui fait une surface de 10 000 hectares environ. Mais les mangroves au Sénégal constituent au moins 1287 km², soit 185 000 hectares. Donc c'est énorme. Mais de plus en plus, on a noté que depuis 1979, ces terres-là régressent. Donc avant, c'était 185 000. Il y a beaucoup de palétuviers qui sont perdus sur 900 km. Maintenant, actuellement, on est à 820. C'est dû à l'action de l'homme. On agresse souvent la nature à travers déjà la coupe abusive de ces bois, parce que les zones mangroves sont dans des îles et parfois ce sont des communautés qui n'ont pas accès à d'autres ressources. Donc pour utiliser le bois, il y a tout ce qui est le bois de mangrove qu'on coupe progressivement pour faire le fumage, pour faire tout ce qui est cuisson de nos plats, mais aussi les activités génératrices de revenus que d'autres personnes externes, comme le fumage du poisson, utilisent et donc agressent ces mangroves-là. Mais à cela s'ajoute aussi tout ce qui est les effets du changement climatique, un peu dû aussi à l'action de l'homme, parce que nous sommes aussi, c'est nous qui avons un peu apporté ce dérèglement naturel, climatique, pardon. Ce qui veut dire que l'érosion côtière avec le changement climatique, l'ensablement des terres, mais aussi la perte un peu des populations qui se déplacent parce qu'il y a la mer qui avance, tout ça aussi met en péril et rend vulnérables les communautés qui y vivent. Et ce qui fait que ce projet AFAO a du sens, parce que ces effets du changement climatique impactent beaucoup plus les femmes qui exploitent ces ressources-là. Je pense que je ne vais pas trop aller dans le rôle des mangroves, parce qu'il y aura Khadija qui va y arriver,
Mais le fait que ces femmes exploitent ces ressources-là et que donc les actions de l'homme combinées aux effets de changement climatique contribuent à la vulnérabilité et renforcent aussi la vulnérabilité des femmes qui exploitent à 95%, on va dire, ces ressources-là à travers la transformation. Donc de plus en plus, les écosystèmes mangroves sont convoités parce qu'il y a la surexploitation et des pratiques non durables, que ce soit l'agriculture intensive, que ce soit la pêche non respectueuse de l'environnement. Donc, c'est pourquoi ce projet intervient de manière assez transversale depuis la gouvernance, depuis la préservation, mais aussi l'accompagnement des communautés à développer des résiliences et des systèmes d'adaptation face au changement climatique. Un peu pour vous donner le topo de l'écosystème mangrove au Sénégal. Merci. Merci, Isabelle. Et maintenant, pour nous partager sur le rôle des mangroves au Sénégal. Merci beaucoup. Selbe l'a dit. En terminant ces mots, elle dit que les femmes, les activités des femmes tournent autour de la mangrove et les femmes exploitent plus de 95% des femmes sont dans l'exploitation des produits halieutiques. Effectivement, elle a raison. Et pour ce qui concerne le rôle de la mangrove, on sait que la mangrove occupe une rôle cruciale sur les zones côtières. Et aussi, les mangroves ont un rôle de protection, mais également, c'est un lieu de reproduction des espèces halieutiques, surtout les poissons, les crustacés. Et pour faire le lien avec le projet, aujourd'hui, les femmes sont plus dans la transformation de produits halieutiques, les poissons, les huîtres, etc. Également, la mangrove joue un rôle de barrière pour tout ce qui est les vents, également pour tout ce qui concerne les inondations et l'érosion côtière. La mangrove également joue un rôle crucial sur la séquestration du carbone. Aujourd'hui, avec les effets de changement climatique, on sait que avec les effets de serre, c'est important qu'on puisse avoir des actions, des initiatives d'adaptation et d'atténuation pour qu'on puisse avoir un espace à vivre, un environnement sain. Et aujourd'hui, la mangrove, avec sa capacité de séquestration de carbone, nous permet aujourd'hui de faire des reboisements pour renforcer la résilience des communautés. Également, la mangrove constitue un nid, une nidation pour les oiseaux, surtout les oiseaux marins. C'est aussi un lieu de reproduction, mais aussi un lieu de repos qui leur permet aujourd'hui de préparer leur migration. Pour dire que la mangrove joue un rôle essentiel pour l'homme, mais également pour toute la biodiversité. Donc aujourd'hui, si on décide de faire plus de reboisement, surtout pour le projet ACFAO, surtout dans les zones côtières où nous intervenons, où le projet intervient, que ça soit au niveau des zones de palmarin, que ça soit au niveau de la Casamance, c'est un véritable poids énorme pour la régénération de la mangrove, mais également pour maintenir cette biodiversité intacte qui est toujours à préserver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadija. Comme je vous disais, les experts sont avec nous dans la salle. Maintenant, on va voyager. On va aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le projet est ACFAO. Et moi, je m'assois avec vous. Donc, oui, Khadija a parlé du rôle des mangroves. Selbe aussi a parlé un peu des effets négatifs en fait de la disparition des mangroves et notamment au niveau de l'érosion. Donc, comme elle l'a dit tantôt, la mangrove en fait sert de barrière donc contre tout ce qui est inondation, érosion côtière. Et là, ce à quoi on assiste maintenant, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a la disparition en fait complète de certains villages du fait en fait de l'érosion côtière. Parce qu'on n'a pratiquement plus de mangroves en fait dans ces zones-là, ce qui les protégeait. Donc, dans l'une des villes de Grand Laou, donc on a un village par exemple de Laou Panda qui a lui pratiquement totalement disparu. Et en fait là, on se retrouve en fait à déporter des milliers de personnes en fait, déporter tout un village en fait ensuite d'autres zones. Et là, ça cause encore d'autres problèmes parce que pour des populations en fait qui vivent essentiellement de la pêche, des produits marins en fait, c'est encore d'autres problèmes économiques qu'on crée en fait en déplaçant complètement ces villages-là. Donc l'autre chose aussi qu'on pourrait ajouter, c'est dans le projet on fait la sensibilisation donc contre l'action néfaste de l'homme sur la coupe des mangroves.
une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter de dire aux femmes ne coupez plus les bois de mangrove parce qu'elles en ont besoin. Donc, avec le projet, on essaie en fait de trouver des solutions alternatives. Donc, en lieu et place, par exemple, d'utiliser les bois de mangrove, ça serait par exemple d'utiliser en fait les coques de coco. Parce que dans ces zones de côtières là, on a beaucoup de palmiers, beaucoup de cocotiers. On utilise en fait les noix de coco, mais seulement en fait tout ce qui est la coque, ça constitue en fait juste un déchet qu'on n'utilise pas. Et donc maintenant, au lieu d'utiliser le bois de mangrove, c'est plutôt d'encourager encore plus à l'utilisation de ces coques de coco là pour le fumage de poissons. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Merci Olivia. Maintenant, on va aller vers le Togo. Et au Togo? Merci Geneviève. Au Togo, la situation est la même que ce que mes collègues viennent de décrire. À titre d'exemple, au Togo, les études ont révélé que chaque année, on perd 20 hectares de mangroves. Pour ceux qui connaissent le Togo, c'est un tout petit pays et la côte n'est pas très grande. Et malheureusement, de 1990 à 2022, le Togo a perdu plus de la moitié de la superficie de ses mangroves, plus de 50%. Donc aujourd'hui, nous avons moins de 250 hectares de mangroves. Et ceci, malgré tout, il y a des efforts qui sont faits pour le reboisement à travers des projets. Et c'est là où ACFAO vient avec sa spécificité, parce que les femmes, bien qu'elles soient aussi actrices de cette situation-là, en sont les premières victimes. Premières victimes parce que lorsqu'elles n'ont plus de revenus, qu'elles ne peuvent plus tirer leurs revenus de la mangrove, ce qui se passe au Togo, elles quittent carrément leur village. Donc il y a l'exode rural, elles se retrouvent en ville. Pour faire quel travail? Elles sont les portefeuilles, ce qu'on appelle portefeuille, des femmes qui se retrouvent sur les marchés et qui transportent les marchandises des autres femmes et se font payer. Elles se retrouvent dans un écosystème où elles ne maîtrisent finalement pas, et en quittant leur famille, ce sont les enfants qui sont les victimes. Il y a alors une dislocation du tissu familial, soit elles-mêmes, elles sont victimes aussi d'autres situations en ville. Et il y en a qui partent même du côté du Bénin, du Nigeria et voire même de la Côte d'Ivoire dans le temps, dans les plantations de café-cacao. Et malheureusement, les enfants sont obligés d'abandonner l'école parce qu'il n'y a pas la maman pour s'occuper d'eux. Les jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces, parce que maman n'est pas là, elles sont laissées à elles-mêmes. Et donc, face à cette situation-là, le projet ACFAO, à travers les alternatives économiques pour soutenir ces femmes-là, leur permet d'éviter de vivre ces situations. Ainsi, le projet permet de les soutenir dans leur activité économique, autre que l'exploitation directe des mangroves, notamment dans la transformation de certains produits, et aussi en les accompagnant dans la production agricole, à travers la promotion de l'agroécologie pour leur permettre d'améliorer les rendements au niveau des activités de production. Et comme l'a dit Olivia aussi, étant donné que la coupe abusive des mangroves, c'est pour satisfaire le besoin en bois énergie, le projet ACFAO nous permet de promouvoir des foyers améliorés, donc qui utilisent moins d'énergie. Et aussi, dans le dispositif de reboisement, il y a ce que nous appelons la protection de l'arrière des mangroves à travers l'aménagement de l'arrière mangrove, où on fait la promotion justement disons, de la plantation des cocotiers. Et justement, les cocotiers permettent à ces femmes-là d'avoir un revenu à travers l'exploitation, la transformation des noix de coco en huile, en amuse-bouche, et les résidus de cette transformation-là, notamment les coques, servent effectivement dans le bois énergie. Et il y a aussi les appuis en équipement qui leur permettent d'améliorer la transformation et de donner plus de valeur ajoutée à leurs produits. Donc voilà un peu le plus que le projet ACFAO nous permet d'apporter à ces femmes-là et aux jeunes que nous aidons à maintenir dans leur milieu. Merci. Wow!
Là, vous avez vu tout le projet ACFAO en peu de mots. Merci beaucoup, mesdames. Puis ça met bien la table pour le deuxième vidéo qui nous permet de voir un peu plus, de mettre en lumière les activités génératrices de revenus. Nous, ce qu'on appelle les activités vertes génératrices de revenus, qui ont été déjà abordées un peu dans les présentations. Merci. Vincent? Oui, voilà. Est-ce que je dois faire quelque chose pour avoir la vidéo? Non. C'est pas ma faute. On a constaté que les changements climatiques ont détruire complètement les activités que les femmes faisaient. Sankebol, c'était une population à 80% agricole. Mais avec ce réchauffement, cette avancée du désert, cette avancée du réchauffement climatique, cette transformation industrielle des déchets plastiques y compris, vous voyez qu'aujourd'hui, la production même a baissé. On est entre deux îles, l'île de Gwenda et l'île de Sifoka, où on a trouvé des communautés un peu éloignées du milieu de vie, puisqu'on est dans des îles. Avec les effets du changement climatique, on s'est rendu compte que les îles, il y a beaucoup d'érosion et les îles perdaient vraiment de terre. Center Energy est une compagnie de technologie solaire. Donc, c'est une compagnie qui accompagne le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. C'est une zone où la terre est très fertile. Donc, il fallait le valoriser tout en mettant en place des systèmes solaires durables. Là, nous sommes à Grand Lao, donc une des villes insulaires de Côte d'Ivoire. Donc, on a constaté en fait la diminution de poissons dans les différentes eaux insulaires. Et à côté de ça aussi, il y a la destruction des mangroves. En trouvant des solutions, nous avons réfléchi et nous avons pensé que l'apiculture pourrait être une bonne solution d'adaptation face à cette situation. On s'est dit quelle était l'alternative pour permettre aujourd'hui à ces femmes d'avoir les huîtres en même temps, mais aussi de ne pas trop agresser la mangrove. On était pauvres, on n'avait pas d'activité à faire. Tu sais, un mois seulement tu enlèves les huîtres, ça y est, tu ne feras rien. Donc on s'est mis d'accord avec ces femmes pour installer ce qu'on appelle un parc ostréicole qui pourra contenir également les huîtres, mais qui va permettre d'amoindrir la coupe du bois. Avec l'implication de plusieurs acteurs de pêche, nous mettons les sensibilisations autour de nous pour ne pas qu'on détruise les mangroves et que nous utilisions d'autres voies pour pouvoir faire nos transformations. Avant, on ne connaissait rien. C'est le technicien qui nous a formés. Il nous appelle, il nous montre comment placer les riches et comment les enlever et les réinstaller. Il nous apprend aussi comment récolter. Grâce au projet ACFAO, nous avons bénéficié d'un étang, d'une cage flottante qui va nous permettre de pouvoir augmenter notre rendement en matière de poissons. Aujourd'hui, avec ce parc ostréicole, avec le système qu'on est en train de former les femmes de Sifoka et Wendai, elles peuvent, au-delà des huîtres séchées, produire des huîtres crues et pouvoir les vendre au niveau des hôtels. On peut manger, mais ça, on vend pour avoir de l'argent et pouvoir se nourrir à la maison. Et elles sont tellement fières d'avoir ce parc parce que c'est installé par elles-mêmes. Et ce parc va vraiment leur permettre aujourd'hui, d'ici sous peu, de commencer la récolte. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a atteint les deux objectifs du projet, c'est-à-dire l'autonomisation des femmes et l'augmentation de leur résilience face au changement climatique. De 700 femmes qui sont touchées par rapport au projet et 21 000 personnes au niveau de la commune qui vont bénéficier des produits maraîchers bio. C'est quand même des infrastructures modernes qu'on a mis dans ces communes-là. Ce projet nous amène à sortir de la pauvreté. Notre avenir va s'améliorer. Merci.
Je vous réinviterai, Madame les panélistes, à revenir en avant. Oui, on fait un peu... c'est sportif. Merci. Oh, attends. Donc, je vous inviterai maintenant peut-être à réagir à cette vidéo-là. Hein. Vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui aimerait prendre la parole pour parler un peu sur les activités génératrices de revenus, qu'est-ce qui a été mis en place là, dans le cadre du projet, peut-être, ou en général? Nous, avec ACFAO en Côte d'Ivoire, après échange aussi avec les communautés, les femmes, il est ressorti en fait qu'elles aimeraient faire aussi la pisciculture. Donc, c'est l'une des activités dans lesquelles aussi le projet a investi pour augmenter en fait le rendement en poissons. Donc, vu qu'il y avait en fait la diminution des poissons au niveau des différents cours d'eau, on a installé différents enclos piscicoles. Donc, dans les lagunes, on en a installé 6. Donc, et les femmes là seront formées sur comment gérer l'enclos piscicole et tout, avec tout ce qui s'ensuit. Donc, en matière de gestion d'entreprise et tout. On a aussi mis en place des fours améliorés, comme Salomé le disait tantôt, pour le fumage de poissons. Donc, ça, ce sont des unités en fait qu'on apporte pour qu'elles puissent sortir en fait du fumage traditionnel qu'elles font avec les fours améliorés déjà, qui sont déjà plus économiques en matière d'énergie et aussi au niveau pour la santé. Parce qu'avec les fours en fait plus traditionnels, quand elles fument, elles reçoivent en fait toute la fumée là. Et ça, en fait, ça crée beaucoup de problèmes de santé pour les femmes. Avec ces nouveaux fours améliorés là, on n'a plus ce problème en fait. Donc, il y a des pots d'échappement déjà pour les fumer et ça ne vient plus en fait directement sur les femmes. Donc voilà, c'est essentiellement ce qu'on fait. Pour ajouter à ça aussi, c'est le projet a aussi octroyé des broyeuses parce qu'ils font du manioc pour faire de l'attiqué. Donc l'attiqué, c'est l'un des mets principaux en fait du pays. Donc voilà un peu ce qu'on fait pour augmenter les résidences économiques. C'est quoi l'attiqué? L'attiqué, Olivia vous invite à en manger à Abidjan un de ces jours. Oui, Selmé? Ok, exactement. Déjà, pour parler des activités génératrices de revenus, Endapronat dans les 2 zones d'intervention aussi, grâce à ce projet, permet déjà de consolider les activités des femmes parce qu'on sait qu'elles évoluent plus dans la transformation des produits halieutiques issus de la mangrove. Donc, et on se rend compte que ce sont les femmes qui manquent le plus de financement parce qu'elles ne sont pas alphabétisées. Donc, tout ce qui est système financier et mécanisme financier aussi n'est pas facile aux femmes et aux jeunes. Et donc, nous, on renforce non seulement cette capacité de renforcer en termes de matériel, mais aussi en termes d'intrants qui leur permet déjà de développer leurs entreprises. Mais on sait qu'aussi au niveau des mangroves, c'est saisonnier. C'est-à-dire qu'on travaille quelques mois, après on doit observer le repos biologique. Donc qu'est-ce qu'elles font après ces quelques mois-là? Et c'est là que aussi le projet qu'on intervient dans la diversification des sources de revenus. Donc, on a accompagné des groupements de femmes dans la transformation des produits forestiers parce que la mangrove aussi englobe une richesse. Beaucoup d'espèces au-delà des produits halieutiques, que ce soit des produits ligneux, des fruits et légumes, voilà, des fruits forestiers. Donc, comment aussi accompagner ces femmes à valoriser ces produits de bruts, mais aussi à transformer en de véritables aussi de produits innovants qui peuvent aussi un peu maintenir ces systèmes alimentaires territoriaux. Donc, on a accompagné dans les 2 zones d'intervention, que ce soit à Palmarin ou à Abéné, certains groupements dans la transformation des produits forestiers, mais aussi dans l'élevage responsable, juste pour la diversification des sources de revenus. Mais à cela aussi, on a mis un système aussi de valorisation des savoirs endogènes, mais aussi on se base sur les jeunes. Quand même, on a constitué des relais dans chaque zone on ne forme pas des fois directement les femmes, mais on forme les jeunes qui sont issus de ces villages-là et qui, par la suite, pour un peu garder ce transfert de savoir intergénérationnel, on essaie de positionner ces relais pour suivre chaque groupement de femmes en termes d'outils, en termes de pratiques. Et c'est ce qui fait que aussi les jeunes sont sensibilisés sur les questions
connaissent mieux les écosystèmes mangroves, connaissent leurs potentialités et pouvoir les valoriser, parce qu'avant, on pensait que peut-être l'agriculture ou bien les métiers ostréicoles n'étaient pas pour nous la jeunesse, mais avec le projet, on arrive à vendre et de dire que ce sont des activités qui permettent non seulement de vivre, mais aussi de sauvegarder, mais aussi de pérenniser les ressources naturelles qu'on a. Donc, ces relais communautaires bénéficient aussi d'une manière ou d'une autre de leadership. Et c'est grâce à ça, mais donc ce volet économique est assez important. Et donc on intervient dans différents domaines, parce qu'on sait qu'au-delà de ça aussi, on doit faire de ces entreprises de vraies entreprises rurales vertes, et à travers des outils de gestion financière. Donc on accompagne ces femmes sur des outils financiers pour que vraiment qu'elles puissent avoir un peu le suivi des retombées de leur activité. Merci. Merci, Sally. Oui. Khadija? Merci beaucoup, Geneviève. Moi, je vais un peu parler du parc ostréicole que vous avez vu ici. En Casamance, la Casamance a un énorme potentiel en huîtres. Mais malheureusement, avec les effets du changement climatique, la récolte se faisait de 6 mois, qui se faisait de 6 mois est passée à 3 mois. Donc, les femmes n'ont plus d'activité génératrice de revenus. Juste 2 mois de récolte ne peut pas vraiment les aider, surtout dans tous les besoins des familles. Parce qu'au Sénégal, on sait que la plupart des familles, surtout dans le monde rural, est détenue par les femmes. Donc, pour faire pallier cet aspect, on a proposé aux femmes de trouver une activité génératrice de revenus alternative par rapport à la récolte des huîtres. Puisque ce sont des femmes qui sont tout le temps dans les îles et qui sont tout le temps aussi dans la récolte des huîtres, elles ont voulu avoir une activité de même, une activité semblable, qui est la récolte d'huîtres, mais autrement. Et on a insisté on a proposé un parc ostréicole. Et aujourd'hui, avec le parc ostréicole, elles arrivent à faire 2 récoltes dans l'année. Ça leur fait gagner du temps, ça leur fait gagner de l'énergie, ça leur fait gagner également du revenu. Et hormis ce parc ostréicole qu'on a installé avec elles, on a également octroyé des pirogues. Et ces pirogues dans les îles, il y a des îles qui ne sont pas desservies par des pirogues. Et grâce aux pirogues qu'on a octroyées à ces femmes, elles font la location de pirogues au sein des communautés de 2 000 francs la journée de location. Ça leur permet de gagner un revenu et de mettre dans leur caisse à travers le groupement dans lequel elles évoluent. Également, hormis le parc ostréicole, on les a formés sur ce qui est pisciculture durable. Puisque dans les étangs piscicoles, on ne trouvait que des hommes dans ces étangs. Aujourd'hui, avec ACFAO, on a pu former des femmes qui aujourd'hui détiennent des étangs au niveau un peu partout de nos zones d'intervention. Et également, un aspect qu'on a instauré au niveau de nos zones d'intervention, c'est-à-dire que le reboisement de mangroves puisse se faire par des femmes. Et après 2 ans d'accompagnement, les femmes aujourd'hui ont gagné un projet financé par un autre bailleur qui aujourd'hui permet à ces femmes d'avoir des revenus à chaque campagne de reboisement et des campagnes appelées Femmes et Mangroves. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vos interventions nous ont permis de voir que quand même, on doit lier l'écologie avec quand même des revenus, surtout pour les femmes dans ce cas-ci. Mais merci beaucoup. Ça nous amène à la 3e vidéo. Inquiétez-vous pas, là, c'est l'homme, on va l'entendre à la prochaine. La 3e vidéo nous présente plus sur... je dis rien. La 3e vidéo parle pour elle-même. Nous sommes dans une zone côtière qui est écologiquement sensible par rapport aux effets du changement climatique, à savoir l'érosion côtière ou bien la salinisation des terres. Avec le comité de gestion de l'aire marine protégée, avant, il y avait une seule femme dans le comité de gestion. Et donc, du coup, avec les formations, les renforcements de capacité et les sensibilisations au niveau villageois, on est arrivé à 40% de femmes dans les commissions. Les femmes sont toujours au cœur. Reboisement,
au niveau de la flore et même reboisement au niveau de la mangrove. Parce qu'elles ont senti vraiment ce changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est les femmes qui le vivent plus que les hommes. Quand on les appelle pour une activité de la commission environnementale, elles sont présentes à la première heure. Et les jeunes aussi. L'objectif, c'est de protéger la forêt, ou bien je peux dire, c'est de protéger la réserve. La coupe de la mangrove qui était trop pratiquée, il y a des espèces végétales ou animaux qui étaient en voie de disparition. La population aussi, c'est lui-même qui a décidé de créer cette réserve communautaire. Pamingueres poder adaptar as mudanças. Não sei como a mudança climática não podia mudar. Não podia também falar como não travar. Mas não tem decidido viver na nova realidade. Então, para viver na nova realidade, ninguém é seguinte mais vítima. Ninguém é seguinte que está sabendo que está água quilômetros e quilômetros de distância. Ninguém também e eles seguintes que mais está a trabalhar. Eles que mais precisam de eles que trabalham tipo no horta na manga de cu. Le projet ACFAO avec le CNCL, je peux dire que c'est une innovation, puisque c'est un projet qui agit directement sur les femmes et les jeunes. Donc renforcer les capacités des femmes donc, en matière de plaidoyer, mais également sur les questions de changement climatique, mais voir l'influence des femmes dans ces instances de décision, parce que nous avons constaté que les femmes ne sont pas souvent impliquées dans les instances où on prend des décisions pour la gestion donc, et la protection de l'environnement, alors que nous voyons que l'action des femmes est beaucoup plus pointée que l'action des hommes. Les femmes ont commencé à comprendre qu'elles doivent participer, qu'elles doivent être présentes. C'est ce qui fait, dans que s'il les mobiliser pour venir travailler, on n'a pas de difficulté par rapport à ça. On a notre mot à dire là-dedans, puisque maintenant on dit que la parité, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Il faut savoir pourquoi tu es là d'abord. Il faut se battre, mais en même temps connaître ton rôle. Avant, il n'y avait pas de femmes. Au niveau de la commission, il y avait 4 membres. Et ces 4 membres-là, c'est des garçons. Mais une fois, quand on a élargi la commission, c'est en ce moment-là que les femmes ont intégré. Ça a changé beaucoup de choses parce que au niveau de la sensibilisation, c'est les femmes qui font cette sensibilisation. Là, le message passe très vite. Je pense qu'il y a un effort à faire pour former les femmes au leadership, que les femmes comprennent réellement qu'elles ont de la place et qu'elles ont un rôle à jouer dans le développement de cette commune-là et dans le développement de la nation. ACFAO Judan, qui c'est le projet ACFAO, il a formation nakila, na kada tabanka, kada ilia, e bay pakila e da formation pakila, kike danu na formation, no jakuma, kila tambi importante, asin dank no na tarbajagos na nochon, ita Judan. Je n'avais pas le courage de parler en public, mais avec ces titres-là, j'ai le courage, j'ai la force, j'ai la disponibilité, j'ai l'engagement de faire le développement de ma commune. Merci. Un dernier effort de gymnastique, mesdames. Merci beaucoup. Donc, selon vous, la troisième vidéo portait sur quoi? Qui a dit la gouvernance? Oui, les femmes dans la gouvernance, mais c'est ça, Mex. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Ah, Cathy, je peux le faire. Est-ce que vous voulez commenter cette vidéo, mesdames? Est-ce que, selon vous, c'est l'homme, c'est toi la première, parce qu'on... OK, merci. Par rapport à cette dernière vidéo, je voudrais donner un exemple concret au niveau du Togo. Parce que tantôt, mes consoeurs ont parlé de tout le travail qu'on fait pour renforcer les capacités économiques des femmes. Et ce que je voudrais ajouter, pour vraiment s'assurer qu'il y a une pérennisation, nous travaillons également sur la facilitation de l'accès au financement à travers la promotion des tontines améliorées qui permettent à ces femmes-là de valoriser leur propre épargne dans ces activités. Et nous travaillons beaucoup à former les femmes, à renforcer leurs capacités. Et l'exemple que je voudrais donner, grâce aux actions de formation de ACFAO, dans notre cas par exemple, il y a des femmes qui, après une série de formations, sont retournées dans leur communauté. Elles ont nettoyé carrément la berge de leur lac, qui était comme un dépotoir.
Et lorsqu'elles ont fini de nettoyer, elles sont parties voir le chef du village pour demander à ce qu'on puisse établir des règles de gestion de cet espace-là. Et elles ont plaidé, et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, ce sont ces femmes qui constituent des actrices qui sensibilisent et qui font le travail. Si je me réfère à la première vidéo, il y a une femme qui disait que le projet a respecté, pris en compte leurs croyances. Voilà, ce sont ces femmes-là qui sont mobilisées pour le faire. Dans la gouvernance, aujourd'hui, nous avons des femmes leaders au niveau de leur communauté grâce au travail que le projet a fait, qui sont écoutées et qui peuvent s'exprimer, même si elles ne sont pas encore dans les instances de décision, mais elles sont préparées. Et pas plus qu'il y a 2 semaines, il y a une de nos femmes qui nous a annoncé qu'elle se prépare à se présenter aux élections municipales qui s'en viennent en juillet prochain. Et là, ce sont les partis politiques qui lui font la cour maintenant. Mais elle a dit non, elle veut être une candidate indépendante parce qu'elle veut garder toute sa liberté pour défendre les intérêts des femmes et de sa communauté. Donc voilà le travail que nous faisons et c'est très important pour nous. Et ce qui limite parfois la participation de ces femmes-là aussi, c'est par exemple l'absence, elles n'ont pas de pièce d'identité. Elles n'ont pas d'acte de naissance. Elles n'ont pas de pièce d'identité et donc ça ne leur permet pas d'accéder à tous les services et donc à aussi s'affirmer, se présenter, etc. Et dans le cadre de ce projet-là, ce que nous faisons également, nous accompagnons beaucoup de femmes à obtenir ce premier document de base qui est l'acte de naissance pour pouvoir établir la pièce d'identité. Voilà les exemples concrets du cas du Togo que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Un exemple du Sénégal. D'accord. Merci beaucoup. Je vais revenir un peu sur tout ce qui est bonne gouvernance. Nous, on intervient dans les îles et la plupart des femmes dans les îles sont oubliées. Ce qu'on a fait, c'est réunir 21 îles de la Basse-Casamance et on a créé une plateforme des femmes des îles de la Basse-Casamance. Et cette plateforme est aujourd'hui reconnue par le gouverneur de la région de Ziguinchor. Et toutes les rencontres qui se font au niveau de la gouvernance, ces femmes sont invitées. Pour dire qu'aujourd'hui, ces femmes sont entendues, écoutées et nous continuons dans cette initiative. Selbe, est-ce que tu veux ajouter ou bien? Je ne sais pas si on a le temps mais j'aimerais bien. Ah oui. Moi, je regarde 2 minutes. Ok, d'accord. Donc, je vais être brève parce que c'est important de parler de la place des femmes dans les instances de décision parce qu'on dit tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Et on sait déjà que ce sont les femmes qui exploitent à 95% les ressources. Donc, comment est-ce que c'est normal que dans les instances où on doit prendre les décisions, qu'elles sont absentes? Et là, avec le projet ACFAO et dans la démarche inclusive de Endapronat, on essaie un peu de travailler à la fois sur le leadership féminin, le plaidoyer, mais aussi de sensibiliser dans ces instances-là. Quand on prend le comité de gestion, qui sont des instances locales de gouvernance de la mangrove, dans la zone de Abéné, il n'y avait qu'une seule femme et le reste, c'était des hommes. Le travail qu'on a fait au niveau des villages, on fait des ateliers villageois pour montrer l'importance des femmes et le rôle des femmes dans la gestion et la gouvernance des mangroves. Et donc, leur rôle doit être valorisé et validé donc, dans ces places-là. Et quand on fait ces sensibilisations et qu'on montre le rôle capital des femmes, là, on a poussé un peu en aval déjà des formations pour donner aux femmes leur confiance, de la confiance en soi. Et c'est comme ça que, quand on a fait le renouvellement du comité de gestion, il y a eu une majorité, donc 50% de femmes ont pris des postes de décision importants. Et donc, on a fait pareil au niveau de Palmarin, et il y a eu autant de jeunes que de femmes au niveau du renouvellement. On essaie un peu de le faire aussi au niveau villageois, avec les caisses villageois paritaires, parce que aussi dans les villages, il manque ces instances locales
et c'est pratiquement les chefs coutumiers qui sont dans ces instances-là. Donc avec déjà l'octroi des foyers améliorés, on a fait des comités villageois paritaires où il y a 4 femmes, 4 hommes pour déjà former des comités de veille, mais aussi participer à la gouvernance de ces ressources naturelles-là. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit même quémander, mais c'est légitime et c'est un droit que les femmes puissent accéder à ces instances de décision parce qu'on dit que souvent même, ce sont les politiques de gouvernance des femmes sont beaucoup plus durables. Excusez-moi, hein? C'est ça, merci. Merci beaucoup. Je vous invite à rester là. Hey, sur ces belles paroles vraiment militantes. Merci beaucoup, Selbé. J'inviterais Hugues, peut-être, pour venir nous présenter les résultats, en fait, du projet. Les dames en ont déjà partagé plusieurs, mais Hugues va pouvoir nous en parler d'autres plus concrètement. Mais par la suite, on va ouvrir le plancher pour les questions. Merci pour votre patience. Merci, Geneviève. Merci à nos panélistes pour ce beau message et tout ce qu'ils nous ont fait partager. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la diapositive, s'il vous plaît? Donc, pour finir, si je voudrais que vous puissiez retenir des chiffres comme un rappel et de voir qu'est-ce qui est fait toujours avec le projet ACFAO en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Togo. Nous avons dit que la contribution pour ce projet était de 16 millions et 2 organisations canadiennes interparées sur SUCO avec 8 organisations dans les pays d'intervention. À la fin 2024, on avait rejoint 18 571 bénéficiaires directs, dont 77% de femmes, pour insister encore sur le fait que les femmes sont vraiment au cœur de la stratégie du projet. C'est un projet qui s'appelle Action climatique féministe. Donc c'est normal que notre analyse et notre perspective soient vraiment centrées sur comment est-ce que le changement climatique impacte les femmes et comment est-ce qu'on prend en compte leur savoir endogène dans la réponse aux questions de changement climatique. Et aussi nos chiffres en termes de reboisement. On a entendu les enjeux qu'il y a avec la déforestation au niveau des mangroves et tout ce qui est mis comme stratégie. À date, on était en fin 2024 à 83,5 hectares reboisés, 100 ans des mangroves, des palétuviers et des cocotiers, dépendamment de ce qui est pertinent pour chaque zone d'intervention. Donc, j'aimerais vous laisser avec ces quelques chiffres en tête. Et puis, je repasse le micro à Geneviève, sûrement. Merci. Donc, merci Hugues. Puis, je pense que ça résume bien un peu ce que nos panélistes ont déjà partagé. Maintenant, on ferait une période de questions, mais j'inviterais à venir nous rejoindre en avant Oumou, Étienne et Michael, qui font aussi partie du projet, mais qui n'ont pas été panélistes ce soir, mais qui représentent leurs organisations, puis qui pourront aussi répondre aux questions. Donc, Oumou, on amène... c'est ça. Pendant ce temps, je ne sais pas si dans la salle, vous pouvez commencer à voir si vous avez des questions. Sinon, on en a en ligne pendant que les gens s'installent. Oui? Est-ce que je peux vous demander d'attendre un peu? On va attendre que les panélistes arrivent, puis par la suite, on va répondre à vos questions. Pas les panélistes, mais... Là, vous avez le ACFAO complet. Ouais. Pardon, allez-y. Madame avait une question, peut-être? Vous pouvez aussi aller devant. Oui, parce que la question... Merci beaucoup. C'est toujours réconfortant de voir qu'il y a des projets qui sont concrets et qui ont des effets aussi puissants et portés par un vrai engagement et un vrai activisme. Je pense que c'est réconfortant dans ces temps-ci. Ma question était par rapport aux chiffres qui ont été présentés dans une partie 217 000 bénéficiaires au Canada. Donc, juste pour comprendre la gestion de ce projet-là, c'est quand même un nombre important. Alors, voilà, merci. Merci pour votre question. Alors, je vais répondre à la question. Je vais répondre à votre question en rappelant un peu notre approche qui est basée sur les faits de la solidarité et qui est important de comprendre que
les enjeux qui touchent les pays du Sud sont aussi les mêmes qui nous touchent aussi dans les pays du Nord. Quoiqu'il n'y ait pas d'intervention directe dans nos écosystèmes ici au Canada, mais il y a une grande part de ce qu'on appelle l'éveil de conscience et l'engagement du public, comme cette rencontre que nous avons ce soir. Donc les personnes qui sont rejointes au Canada, c'est justement des publics avec lesquels nous entretenons des rencontres comme celle-ci, nous entretenons des conférences, des publications, des communications sur les réseaux sociaux et par des infolettres électroniques pour justement sensibiliser sur les enjeux qui sont dans les pays d'intervention et aussi créer des occasions d'échange, de partage pour nourrir justement cet esprit de solidarité, de nous sommes dans le même bateau, il faut qu'on se partage l'expérience pour savoir comment on trouve ensemble des solutions. Donc, ce n'est pas qu'il y ait de repassement au Canada, je vais dire ainsi, mais il y a énormément de travail pour créer cette collaboration, cette synergie et faire passer des messages des communautés dans le Sud vers ici et faire passer aussi des messages des communautés du Nord vers le Sud pour justement construire ensemble et trouver des solutions dans le cadre de notre projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Si je reprends votre question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Sinon, j'en prends une en ligne, mais pendant ce temps-là, vous pouvez réfléchir encore une fois. Puis ça s'adresse à tout le panel. Une question qui vient de Amadou Bailo Baldé de la République de Guinée. Les techniques de régénération naturelle ou assistée peuvent-elles s'appliquer dans le cadre de la restauration de la mangrove? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? En plus, on va te présenter. OK. Bonsoir à tous. Je suis heureux de me présenter devant cette auguste assemblée donc pour partager une expérience, partager les activités que nous sommes en train de dérouler dans le cadre des projets ACFAO dans nos différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest de façon générale. Moi, je m'appelle Michael Didjou. Je suis chargé de programme agroécologie et changement climatique au Conseil national de concertation et de coopération des rouleaux, qui est une organisation paysanne donc, qui œuvre pour accompagner les producteurs à avoir accès aux services économiques et accompagner également ces producteurs dans les programmes et projets, mais également dans les différentes activités génératrices de revenus. Donc, c'est une organisation qui regroupe les pêcheurs, des éleveurs, des exploitants forestiers, des marailleurs, un peu tout ce qui est le monde rural souvent. Donc, c'est tout ce regroupement qui constitue donc le CNCR. Ici au Canada, son homologue, c'est l'IPADI. Si vous connaissez l'IPADI, donc qui regroupe un peu un ensemble de producteurs, c'est à l'image de l'IPADI. Alors, pour revenir à la question, donc effectivement, oui, je réponds par un oui, parce que dans la zone de la Casamance, là où on intervient, parce que nous, le CNCR, le projet avec le projet ACFAO, on intervient dans le sud du Sénégal, donc vers la Casamance, où il y a également des écosystèmes de mangroves. Pour rappeler qu'au nord aussi, vers le centre, ce que Selbé avait dit, il y a aussi des écosystèmes de mangroves. Alors, il y a 3 façons de régénérer la mangrove. La première qui se fait dans le cadre du projet ACFAO, c'est le reboisement. Donc, où on mobilise des femmes et les jeunes parce qu'ils sont souvent en association et qui sont beaucoup plus engagés. Même sans le projet, les femmes et les jeunes s'engagent à reboiser donc la mangrove. Et avec le projet, il y a beaucoup plus une dynamique, donc une prise de conscience pour mieux gérer ces écosystèmes parce qu'effectivement, c'est les femmes qui sont les premières bénéficiaires. Et si jamais la mangrove n'existe plus, c'est les femmes qui vont endosser le lot de tribu. Alors, deuxième action qui se fait, c'est effectivement la régénération. La régénération, je ne peux pas vous l'expliquer, le schéma ici, mais quand même, il y a cette régénération naturelle assistée qui se fait par des techniques accompagnées par les services des agents des aires marines protégées. Et l'autre technique, c'est la régénération naturelle non assistée qui, avant, se faisait parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Mais vous savez, maintenant, avec le réchauffement climatique, il y a moins de pluie. Et si vous vous rappelez, vers les années 70, il y avait une sécheresse qui avait un peu frappé toute l'Afrique de l'Ouest et qui a fait que ces écosystèmes de mangroves ont commencé à disparaître. Il y a beaucoup de tannes qui sont aujourd'hui beaucoup plus présentes dans les zones de mangroves.
Et donc, cette régénération naturelle non assistée aujourd'hui est difficilement prend place. Et maintenant, il faut l'effort humain, qui ce soit avec la régénération naturelle assistée ou par le reboisement pour régénérer les écosystèmes de mangroves. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Ou en ligne? Oui. Ah, attends, est-ce que je peux aller? Merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous. C'est la deuxième fois que j'assiste aux activités du SECO. SECO, autant pour moi. Je m'appelle Moussa Akor, je suis étudiant au doctorat en droit à l'UQAM et je travaille sur la protection du droit en environnement sain au Sénégal et au Canada. Je suis très content d'être parmi mes compatriotes sénégalais. Merci. Et aussi heureux de retrouver un peu le monde dans lequel j'ai évolué pendant 3 ans au Sénégal, parce que j'ai travaillé dans une organisation gouvernementale qui évoluait dans le delta du Saloum, notamment à Palmarin. Donc, et c'est un plaisir. J'ai 2 questions pour vous. La première concerne un constat qui fait partie de mes hypothèses de travail, c'est qu'on ne peut pas permettre aux femmes de s'émanciper et de pouvoir garder une certaine dignité dans nos zones tant qu'on n'arrive pas à maintenir l'environnement sain et satisfaisant. Et sous ce rapport, je voudrais savoir comment vous faites pour éduquer ces femmes à ce qu'elles puissent sauvegarder l'environnement tout en continuant à exercer sur ce même environnement des activités génératrices de revenus. La deuxième question, c'est que au-delà du changement climatique, l'environnement au Sénégal, notamment dans le delta du Saloum, fait face à l'activité pétrolière et gazière. Et sous ce rapport, comment vous parvenez à faire entendre la voix des femmes dans ces activités d'exploitation qui menacent non seulement leurs activités génératrices de revenus, mais également qui menacent tout l'écosystème du delta du Saloum. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous menez des actions en ce sens? Merci, je vous remercie. Merci pour les questions. Donc, une plus générale sur comment on sensibilise les femmes et l'autre à faire des activités génératrices de revenus tout en respectant l'écologie, et une plus précise pour le Sénégal. Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer? Oui, j'ai vu Selby. OK. Déjà, merci beaucoup pour la première question. De toute façon, j'aimerais intervenir dans les deux. Ça dépendra. Mais déjà que c'est les femmes qui exploitent la terre, l'écosystème mangrove, on va dire, mais c'est elles qui sont beaucoup plus préservatrices, donc conservatrices, et c'est elles qu'on voit dans les premières lignes de restauration le plus souvent. Donc c'est vrai que, en fait, ce qu'on fait, on montre le rôle clé des femmes dans la gestion des mangroves à travers des ateliers villageois pour montrer à chaque fois qu'il y a reboisement ou bien à chaque fois qu'il y a des activités de gestion, de gouvernance de ces écosystèmes-là, ce sont les femmes qu'on voit le plus et parfois les jeunes. Donc on voit moins les hommes, et donc ça nous permet dans les ateliers villageois au niveau des instances locales de valoriser ces contributions de ces femmes-là, et donc de montrer que en plus déjà qu'elles exploitent ces ressources-là, elles les préservent. Parce que je pense que dans les deux zones que nous intervenons, ce sont les femmes qui observent beaucoup plus de pratiques durables. Quand on parle un peu de la pêche non durable, ce sont plutôt les pêcheurs, que ce soit ceux qui viennent de l'extérieur, mais c'est plutôt les hommes qui pêchent de manière non durable, ou bien pillent les ressources, les poissons et tout ça, utilisent peut-être des mailles à poissons ou attrapent des poissons qui étaient censés être laissés à la reproduction. Donc là, on voit qu'on répertorie et on montre que les agressions qui sont faites en profondeur, même des mers, c'est plutôt
c'est pas les femmes, parce qu'elles n'ont pas la force même d'aller en mer. Donc, les activités qu'elles font, c'est dans la récolte des huîtres, mais aussi dans tout ce qui est coupe du bois un peu moindre. Et là, c'est parce qu'elles ont besoin de ce bois-là pour la cuisine et tout ça. Mais au-delà de ça, on essaie un peu de montrer leur contribution. Elles utilisent ces ressources, mais elles restaurent. Alors que, voilà, si on voit l'autre partie, peut-être, ils pillent. Mais aussi, on ne les voit pas au rang de la restauration. Mais ce n'est pas un débat de dire qu'on va reprocher aux hommes. Non. C'est une discussion constructive pour montrer quand même qu'il y a cette volonté et cette contribution des femmes dans la restauration et la conservation de ces écosystèmes. Et c'est à travers des instances locales et c'est à travers des ateliers villageois. Peut-être un peu pour rebondir sur ta question avant de passer la parole aux autres. On a participé récemment à une conférence au niveau de Dakar sur la gestion concertée des zones côtières. Et il y a aussi récemment la loi agro-silvopastorale et halieutique au niveau du Sénégal, où on a pris la contribution des communautés. Et que cette problématique, déjà, comment faire cohabiter le pétrole avec la pêche durable, ça a été bien ressorti. Et dans les politiques de gouvernance locale, pourquoi on doit entendre les communautés? C'est parce que donc, ces installations, même si elles sont bénéfiques pour certains, menacent les ressources des communautés. Donc, ces ateliers ou bien ces consultations au niveau local a permis de recueillir des contributions des communautés qui permet un peu d'inscrire dans ces politiques nationales les vraies, on va dire, les décisions. La loi agro-silvopastorale et halieutique va être revisitée et avec les contributions de ces communautés-là. Donc, je pense que le pétrole et le gaz a été largement discuté et les communautés ont fait leur contribution. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumumbo, chargée de projet c'est Santec Énergie. Donc par rapport aux difficultés, aux sensibilisations de ces femmes-là, nous intervenons dans la zone de Sédhiou, plus précisément dans Diallokounda et Bounkiling. Donc au début, nous avons rencontré ces femmes. Leurs activités principales, c'était d'aller dans la forêt et couper du bois. Donc nous avons dit ça, c'est pas bon pour l'environnement et au niveau du changement climatique. Les femmes nous ont dit qu'est-ce qu'on doit faire si on arrête de couper du bois parce qu'ils servaient les revenus pour aller vendre et avoir quelque chose pour rapporter à la famille. Le reste, ils vont utiliser pour la cuisson. Là, nous avons sensibilisé ces femmes-là en disant on peut trouver d'autres moyens de revenus en mettant des activités génératrices de revenus qui est le maraîchage. Donc, ces femmes-là octroyaient chacun 1 hectare de périmètre maraîcher, mais il n'y avait rien. Donc, ils ont dit comment on va faire pour développer ces périmètres-là. Donc, à travers le projet ACFAO, nous arrivons quand même à développer ces périmètres. Actuellement, nous avons mis en place un comité de sensibilisation. C'est les femmes eux-mêmes qui s'ils voient quelqu'un en train de couper du bois, ils vont dénoncer au niveau des eaux et forêts. Donc, il y a aussi, on organise des formations de sensibilisation de temps en temps pour aller dans la forêt reboiser. Donc, actuellement, avec les périmètres maraîchers, ces femmes-là arrivent à satisfaire leurs besoins quotidiens, mais aussi, c'est au niveau de la communauté, on avait remarqué une autosuffisance alimentaire au niveau de la commune, des enfants, etc. Donc, nous avons mis en place des produits maraîchers bio. On a même fait une formation par rapport à l'utilisation de l'engrais à ces dames-là. Donc, face au changement climatique aussi, au lieu d'utiliser les énergies fossiles, nous avons mis en place de l'énergie solaire pour ne pas polluer l'environnement. Donc, par rapport, on est en train aussi de regarder par rapport aux pirogues qui utilisent des énergies polluantes pour polluer la nature. On a un projet de recherche par rapport pour mettre de l'énergie solaire au niveau de ces pirogues-là qui partent sur la large du côte du Sénégal jusqu'à Guinée-Bissau. Donc tout ça, c'est en cours d'évaluation et actuellement, je peux dire, ces femmes-là sont autonomes aujourd'hui. Ils arrivent à régler les scolarités de leurs enfants et si les enfants sont malades aussi, ils sont autonomes. Merci à CFAO. Merci à vous. En fait.
On a une question qui vient en ligne. Puis ensuite, on a une autre question en salle. Est-ce qu'on peut... Compléter un peu par rapport à la question que notre frère a posée. Pour revenir à la première question, je pense que pour le pétrole, c'est une question beaucoup plus profonde, puisque ça concerne toute la nation, et je pense que les femmes, on le voit, mais également je pense que c'est tout le monde qui doit vraiment se lever. Actuellement, il y a la société civile déjà qui commence à attirer l'attention des autorités par rapport à l'exploitation du pétrole, que ce soit dans le delta du Saloum, mais également vers Saint-Louis, donc vers Sangomar, où il y a ces 2 sites d'exploitation de pétrole et qui déjà commencent à perturber les écosystèmes donc, dans ces 2 zones. Donc pour revenir à la première question, donc je pense que pour protéger les écosystèmes de mangroves, il y a déjà l'ostréiculture qui est développée. Donc, vous savez que traditionnellement, pour exploiter les huîtres, les gens coupaient les racines de mangroves et qui menaçaient un peu la vie de ces écosystèmes. Alors, on a développé des techniques, notamment l'ostréiculture, qui est développée où les femmes ont eu des formations sur comment exploiter les huîtres sans couper les racines de mangroves. L'autre activité, c'est les fours améliorés, donc qui permet de réduire l'utilisation des bois de mangrove, parce que nous savons que dans les îles, il n'y a que la mangrove qui est tout autour et les populations vivent de cette mangrove. L'autre activité qui sont menées pour protéger la mangrove, nous avons l'apiculture qui aujourd'hui est développée dans les zones de mangrove et qui permet aux femmes de pouvoir avoir des revenus pour non seulement arriver à gérer leur famille, mais également de pouvoir protéger et de laisser reposer un peu les écosystèmes de mangrove. La dernière activité que nous menons, c'est la saliculture solaire sur bâche, parce que nous savons que les communautés qui vivent dans des îles, ils n'ont que le bois de mangrove. Et souvent, le sel est exploité à travers la cuisson de ce sel-là traditionnel. Mais aujourd'hui, on a développé des techniques, notamment l'utilisation de l'énergie solaire pour préparer, pour avoir du sel, sans pour autant recourir au bois de mangrove pour cuire le sel. Voilà un peu quelques activités que nous menons, donc qui permet un peu de laisser reposer les mangroves. Merci beaucoup. Merci, Michael. Je vais ajouter un peu pour la première question, c'est-à-dire la régénération des écosystèmes. Hormis les activités que Michael vient d'énumérer, que ce soit l'ostréiculture, la pisciculture, etc., il faut véritablement revenir un peu sur l'agroécologie. Parce que l'agroécologie, avant, avec l'utilisation de l'engrais, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de terres cultivables dont le sol n'est plus favorable à l'agriculture. Donc avec l'agroécologie, on a réussi à récupérer des terres qui aujourd'hui produisent beaucoup plus par rapport au maraîchage avec les techniques nouvelles qui utilisent vraiment l'engrais bio. Également, je veux revenir un peu sur l'ostréiculture. Hormis cette activité d'installer un parc ostréicole, si vous voyez dans la vidéo, dans la capsule vidéo, vous avez derrière le parc ostréicole, il y a beaucoup d'huîtres. Donc ces huîtres ne seront pas touchées et ça sera une zone protégée. Et les femmes ont décidé, les femmes des 2 villages ont créé un comité de surveillance. Il n'y aura plus de pirogues de pêche qui va passer sur cet espace, mais également il n'y aura pas de pêcheurs ni de pirogues qui utilisent des moteurs. Il y aura déjà la régénération des huîtres, le repos biologique des huîtres, la régénération naturelle de la mangrove, mais aussi ça sera une zone de protection parce qu'à côté du parc ostréicole, on va également créer un petit parc qui n'est pas un parc de production, mais un parc de valorisation des huîtres et également de production de naissains pour remplacer le parc ostréicole. Donc c'est tout un système d'activités qui permettent à ces femmes aujourd'hui d'être autonomes, mais aussi de régénérer l'écosystème. Merci. Puis je rappelle que par la suite, après, on a un moment de 5 à 7. Donc, si vous voulez poser les questions puis réseauter un peu plus, peut-être sur les plateformes pétrolières dans le Sine Saloum, ça va être une belle occasion. Une question qui nous vient de En ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? De En ligne.
C'est Mariamé Ouattara, que nous, on connaît bien. Elle nous dit « De très gros acquis à consolider, félicitations. Les panélistes pourraient-elles dire un mot sur comment les hommes sont impliqués dans un contexte patriarcal? » On reconnaît Mariamé. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Merci à Maman Mariamé. Voilà, je comprends très bien sa question parce que c'est l'experte qui nous accompagne sur les questions genre sur le projet et qui nous permet véritablement de travailler. C'est vrai que durant tout le panel, on a parlé des femmes, mais peut-être une chose à laquelle on ne s'attendait pas, si je prends le cas du Togo, c'est l'adhésion de certains hommes qui sont aujourd'hui des champions féministes de la masculinité. Voilà. Et c'est vrai que nous sommes, si je prends toujours le cas du Togo, nous sommes dans une zone où déjà la religion traditionnelle, les coutumes relèguent les femmes à une certaine place. Mais nous avons des leaders communautaires qui ont répondu favorablement aux objectifs du projet ACFAO et qui sont aujourd'hui aux côtés de ces femmes-là pour sensibiliser, mais aussi prendre des décisions qui vont dans le sens de promouvoir les intérêts stratégiques des femmes, de promouvoir l'inclusion des jeunes, etc. Et je donnais l'exemple de ces femmes qui ont fait le plaidoyer auprès de leur chef du village pour que des règles soient établies par rapport à la gestion de la berge qu'elles ont pu nettoyer. Et c'est aujourd'hui, elles travaillent avec les hommes. On a pour le reboisement, par exemple, il y a des hommes qui justement sont formés des pépiniéristes et c'est avec ces femmes que les hommes travaillent. Et les hommes sont engagés parce que ils sont associés aux formations et ils appuient les femmes à la restitution de ces formations-là et aux actions de sensibilisation au sein de leur communauté. Et je donne aussi un exemple où le maire d'une commune qui, après avoir participé à une de nos formations, a pris la décision de soutenir véritablement une coopérative de femmes en leur octroyant 1 hectare sur une île comme leur espace qu'elles vont reboiser, qu'elles vont valoriser. Donc c'est vrai qu'il y a les pesanteurs des us et coutumes, mais en même temps, on trouve des hommes engagés parce que nous travaillons justement avec ces hommes-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce travail qui se fait. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Etienne Manga. Je suis le coordinateur général de Apicen. Apicen, c'est l'association des apiculteurs de la région de Ziguinchor pour le Sénégal. Donc, nous, dans le cadre du projet ACFAO, sur les questions genre, nous travaillons sur le leadership féminin, mais également sur la masculinité positive. On fait beaucoup de sensibilisation aux hommes par rapport à ces questions, parce qu'on a compris que pendant longtemps, la gestion a été laissée aux hommes et que les choses deviennent de plus en plus graves. Donc aujourd'hui, on les a dit, la solution que nous voyons, c'est vraiment l'inclusion. Donc il faut donner de la place aux femmes au niveau des instances. Il faut sur aussi l'exploitation des ressources, il faut donner de la place aux femmes. Parce que nous sommes dans une région où les aspects coutumiers occupent une place importante. Donc, on est en train de mener beaucoup d'enquêtes pour savoir certains interdits qu'ils disent que c'est interdit aux femmes. Pourquoi ces interdictions? Et on avance petit à petit. Donc, cette question de patriarcat, de toute façon, nous sommes dedans.
et nous espérons avoir des issues prometteuses, car beaucoup d'hommes, comme elle l'a dit, on a beaucoup d'exemples aussi qu'on peut donner, ont déjà compris et ils sont aussi engagés à nos côtés. Et vraiment, il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Mais le chemin est long. Le chemin est long. Ce n'est pas un travail d'une année ou de 2 ans. Donc, voilà, on continue toujours à développer des stratégies de causerie profondes pour vraiment prendre en charge toutes ces questions d'inclusion. Chez nous, même les jeunes aussi sont écartés sur d'autres activités. On est aussi en train de mener des enquêtes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société là où si une activité est un peu risquée, on écarte les femmes et les jeunes. Parce que chez nous, comme par exemple si on prend une communauté, s'il pouvait, un jeune ne devrait pas mourir. Donc quand un jeune meurt, c'est vraiment quelque chose de très grand. Donc par rapport aux résultats des enquêtes que nous sommes en train de faire, eux, dans le bois des hommes, s'ils voient que ça c'est un peu dangereux pour un jeune ou pour une femme, ils disent que ça c'est interdit, vous n'allez pas toucher. Donc vu aujourd'hui que les changements climatiques ont bouleversé complètement les choses, donc il faut revoir les choses et certains hommes ont compris qu'effectivement il faut revoir certaines choses pour qu'ensemble qu'on voit comment on peut faire face à cette situation. Merci. Merci Étienne. Je vais prendre 2 dernières questions en ligne, puis par la suite, comme vous avez vu, on a un peu de nourriture. Donc, vous pourrez, ceux qui sont en salle, vous aurez la chance de parler directement avec nos panélistes. Mais maintenant, il y a une autre question qui suit, qui vient de Brevet Ange, créatrice de Ruches des femmes qui intervient en Côte d'Ivoire et au Québec. Alors, sa question. Selon vous, comment les activités d'apiculture menées par les femmes peuvent-elles être intégrées dans les politiques d'adaptation climatique et des projets tels que ACFAO pour renforcer à la fois la biodiversité et l'autonomisation économique des femmes? Étienne, c'est pour toi. Donc, je me suis précipité. Donc, voilà. Donc, chez nous aussi, Apicen, comme je l'ai présenté, nous sommes une organisation apicole. Donc, l'apiculture, c'est vraiment une activité génératrice de revenus très rentable. Donc, l'apiculture, comme tout le monde le sait, nourrit son homme. En Afrique, vu que c'était une activité dangereuse, donc les hommes avaient dit, comme je venais de l'expliquer, que c'était dangereux aux femmes de pratiquer l'apiculture. Parce que chez nous, l'apiculture, avec les riches traditionnels, il fallait les monter en haut et le travail se faisait la nuit. C'était quand même dangereux et c'était pas joli de voir une femme monter en haut, une femme aller la nuit pour aller récolter du miel. Donc, nous, quand on a fait les enquêtes, on a compris ces résultats, on a développé, on a regardé ce qui est possible pour que ce danger soit contourné. Donc, on a identifié des riches très adaptés, là où il ne faut pas monter, donc qu'on a développé, qu'on a vulgarisé. Et on a aussi trouvé des tenues de protection pour éviter que les femmes aillent travailler la nuit, mais également d'autres matériels, notamment les enfumoiries et autres. Donc aujourd'hui, cette question d'apiculture des femmes, beaucoup de groupements ont commencé, ils ont donné des résultats. Donc, qui est une activité très, très importante parce que c'est une activité qui leur donne des revenus, mais également, c'est une activité qui est très, très favorable pour l'environnement par son aspect de pollinisation. Donc, les changements climatiques, comme mon collègue Michael l'a dit, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal en particulier, avait connu des sécheresses. Et par ces périodes de sécheresse, on a eu à perdre beaucoup de grands arbres qui abritaient beaucoup de grandes colonies. Donc chez nous aujourd'hui, le constat c'est qu'il y a une baisse
très considérable d'abeilles. Les gens ne connaissaient pas l'action de l'abeille parce que quand il y avait les grandes arbres, il y avait beaucoup de colonies. Quand tu cultivais, les abeilles venaient polliniser. Mais aujourd'hui, il y a certaines zones au Sénégal, si les apiculteurs n'amènent pas les riches pour la pollinisation, ça commence à créer des problèmes. Donc, ce qui veut dire que l'heure commence à devenir très grave. Donc, on est aussi en train de développer l'apiculture inclusive des jeunes, des femmes, avec des techniques modernes, moins dangereuses, et qui les permet d'avoir des revenus, mais également qui les permet de polliniser les cultures, mais également les forêts qui restent, les autres espèces qui restent au niveau de ces forêts. Parce qu'une bonne pollinisation, c'est ça qui va donner de bonnes graines et c'est ça qui favorise la régénération des espèces. Donc, tout le monde comprend cela et nous sommes en train d'avancer petit à petit, mais très sûrement. Et en tout cas, face à cette situation des changements climatiques, l'apiculture joue un rôle essentiel. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu carrément à la question ou il y a quelque chose qui reste, quelqu'un va compléter. Bon, je pense que est-ce que quelqu'un souhaite compléter? Michael va compléter pour moi. Merci beaucoup, Manga. Donc, c'est mon prof en apiculture. Moi, je suis un passionné. Alors, pour compléter, c'est juste que dans les espaces reboisés de la mangrove, parce que souvent, il y a des gens qui viennent pour pêcher et les propagules qu'on utilise pour... c'est sous forme de graines. C'est comme de la bouture que l'on met pour régénérer la mangrove. Souvent, il y a des pêcheurs qui viennent et qui ramassent tout. Et c'est comme si les efforts que l'on fait, c'est devenu caduc, zéro. Mais quand on installe des ruches, ça sert de protection. Parce que les gens n'acceptent pas les abeilles, ils ont peur des abeilles et ça protège la zone. Déjà, ça constitue une barrière pour protéger la biodiversité. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'il a dit, effectivement, son rôle de pollinisation permet à ces espèces-là de se reproduire, mais également de pouvoir permettre la régénération naturelle assistée de pouvoir avoir lieu dans ces zones-là. Donc, les produits du miel, aujourd'hui, avant, ce n'était pas bien connu parce qu'avant, les gens n'utilisaient que le miel. Mais les produits de l'apiculture, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de transformation, les gens valorisent de plus en plus le miel avec la sûre, avec le pollen, avec tous les autres sous-produits qui permettent en fait un éventail de produits et qui permet à ces femmes qui s'activent dans l'apiculture de pouvoir avoir des revenus quand même conséquents. Voilà ce que j'avais à ajouter après l'intervention de mon frère Manga. Merci. Merci. La filière miel apicole est vraiment en train de se construire au Sénégal, mais aussi dans les autres pays là, du projet ACFAO. C'est assez intéressant. Une dernière question qui nous vient de Amadou Bailo Balde. Comment l'implication des femmes dans les instances de prise de décision pourrait-elle réduire leur vulnérabilité face au changement climatique? Comment l'implication des femmes dans les instances de décision pourrait réduire leur vulnérabilité face au changement climatique? Merci. Déjà... Non. OK. Donc, parce que le fait qu'elles soient dans les instances de décision, c'est là qu'on parle un peu de politique locale, d'engagement, mais aussi de décisions qui sont prises en termes de gouvernance de ces ressources-là. Donc, on sait que quand on est absent de ces instances-là, peut-être les décisions qu'on a prises ne concordent pas avec les difficultés que les femmes vivent. Donc, des fois, on propose des solutions, mais moi, je pourrais proposer une solution sans que ça puisse te convenir. Et donc, est-ce que ça règle tes problèmes? Donc, quand les femmes sont absentes de ces instances de décision-là, on risque de prendre des arrêtés, des décisions, des applications qui ne sont pas conformes. Et je vais reprendre un peu peut-être un exemple de Maman Copagène qui, pendant ses formations, avait dit, dans un village, en tout cas, ils ont constaté que les femmes marchaient de longues distances pour chercher de l'eau. Ils se sont dit, donc pour alléger
ce temps de travail pour les femmes, on va mettre un puits au niveau du village. Et quand ils ont mis le puits au niveau du village, les femmes continuaient alors de faire cette même distance, d'aller chercher l'eau au niveau, au lieu habituel. Ils se sont posé la question. Et leur ont dit, pourquoi vous avez mis ici ce puits? Parce que nous, pendant qu'on va chercher de l'eau, c'est nos moments de retrouvailles. C'est là-bas qu'on se parle. C'est là-bas qu'on se déverse de toutes ces charges peut-être communautaires-là. Maintenant, si vous mettez ce puits aux côtés du chef de village, comment nous, on va pouvoir peut-être parler aux hommes, Donc, c'est ces genres d'exemples qui montrent que quand tu prends une décision là où la personne n'est pas, donc peut-être que ça ne colle pas. Et c'est d'où l'importance que les décisions qui sont prises soient prises en commun de manière inclusive, que chacun puisse mettre son mot. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter? Non? C'est l'homme? C'est bon. L'exemple était parfait. D'ailleurs, Maman Copagène, c'est celle qui a posé la question sur les hommes, le rôle modèle des hommes dans le projet en ligne. Donc, je tiens à remercier nos partenaires d'Interpares aussi qui sont ici présents, puis les collègues de SUCO et tous nos panélistes qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps là, d'Afrique de l'Ouest. Donc, merci beaucoup pour votre engagement. Merci à ceux qui sont venus ici, un lundi soir à 5 heures, c'est vraiment très apprécié, aux gens en ligne aussi. Puis, on vous invite à casser la croûte avec nous. Voilà. Merci beaucoup.